Cessez-le-feu est tenu d'élections d'ici mars 2021. Ces annonces surprises sont intervenues après plusieurs visites de responsables étrangers en Libye, pays qui dispose de réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique et qui est devenu une plaque tournante du trafic de migrants vers l'Europe. Elles sont les dernières en date d'une série d'accords et d'engagements proclamés ces dernières années en vue de sortir le pays du chaos, mais rester lettre morte. De plus, les nouvelles propositions des rivaux libyens ne sont pas identiques. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence et aujourd'hui, deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale de Faez al-Sarraj basé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président Aguila Saleh. Dans un communiqué, Faez al-Sarraj, également chef du conseil présidentiel qui chapeaute le gouvernement, a appelé à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars prochain. Il a aussi ordonné un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des opérations sur tout le territoire, ce qui permettra selon lui de créer des zones délimitarisées dans la région de Sirte au nord et celle de Djoufra plus au sud, toutes deux sous contrôle de Pro-Haftar. Dans son communiqué, Aguila Saleh, qui dirige le premier parlement élu en Libye depuis 2011 et qui est basé à l'Est, a annoncé des élections mais sans avancer de date et appelé toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. Dans leur communiqué, Sarraj et Saleh ont en outre jugé nécessaire la reprise de la production et des exportations dans les champs et terminaux pétroliers. Les Occidentaux craignent une poursuite du chaos en Libye, devenue, faute de pouvoir central structuré, une plaque tournante du trafic de migrants et un repère pour des groupes djihadistes. Des Marocains se pressent devant des hôpitaux de Marrakech pour effectuer des tests de dépistage au Covid-19. De sévères mesures de restriction ont été mises en place depuis vendredi dans la capitale touristique du Maroc pour endiguer la flambée de contamination au nouveau coronavirus, selon un communiqué officiel. Ces mesures comprennent un durcissement du contrôle en vue d'empêcher les résidents de quitter leur domicile, sauf extrême nécessité, avec obligation d'autorisation de circulation exceptionnelle, comme pendant les 3 mois de confinement drastique imposé à l'échelle nationale au printemps dernier. Marrakech, au centre, sera soumis à une intensification du contrôle des déplacements aux entrées et sorties de la ville, avec fermeture des accès de plusieurs quartiers touchés par des foyers infectieux, mais aussi horaires restreints pour les restaurants, les cafés, les commerces ou les parcs publics. Pour Casablanca à l'ouest, la plus grande métropole du pays avec ses 3,3 millions d'habitants, il a été décidé de fermer plusieurs plages qui attiraient ces derniers jours des foules en quête de fraîcheur. Des mesures de restriction ont également été imposées à Beni Mellal, une petite ville rurale de la région de Marrakech, récemment touchée par une flambée de cas. Plusieurs plages proches de Rabat avaient déjà été fermées mardi. Les nouvelles mesures qui coïncident avec un long week-end férié s'ajoutent au reconfinement partiel de plusieurs quartiers de Marrakech, Casablanca, mais aussi dans le port de Tanger au nord et dans la capitale administrative Rabat, avec déploiement de blindés, de barrages routiers et de patrouilles de contrôle. Le Maroc connaît depuis début août une flambée des contaminations avec 1 millier de nouveaux cas par jour. Le pays de 35 millions d'habitants a enregistré jeudi 1325 nouveaux cas d'infection et 32 décès, ce qui porte le bilan depuis mars à 47 638 contaminations, dont 775 décès et 32 806 guérisons. Né le 15 novembre 1931 dans le sud-ouest du Congo, Pascal Lissouba était ingénieur agronome titulaire d'un doctorat en sciences naturelles obtenu en France en 1958. Il a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture sous le premier président du Congo indépendant, Fulbert Youlou,
avant de devenir Premier ministre d'Alphonse Massamba Deba de 1965 à 1966. Fondateur de l'UPADC en 1991, Lissouba est élu président de la République en 1992 lors du premier scrutin pluraliste dans ce pays d'Afrique centrale. Sous son mandat entre 1993 et 1994, la contestation par l'opposition des résultats des législatives a provoqué des affrontements entre les milices des partis de l'opposition et celles de sa majorité présidentielle, faisant 2000 morts. De juin à octobre 1997, des combats ont opposé dans la capitale Brazzaville les milices de Pascal Lissouba et de son dernier premier ministre Bernard Kolela à celle du général Sassou Nguesso, actuel président de la République, appuyé par des troupes angolaises. Victorieux de ce duel, Sassou Nguesso a repris le pouvoir qu'il avait perdu le 20 août 1992 à l'issue des élections organisées après la conférence nationale. Entre 4 000 et 10 000 personnes ont été tuées en 5 mois de violence. Le décès de l'ancien président Lissouba a été annoncé par son fils Jérémy Lissouba, député congolais, sur sa page Facebook. 48 heures après son investiture par son parti, Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature. Le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain s'est rendu ce lundi au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan. Je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix sans violence, a-t-il dit à la sortie de la CEI, encadré pour la plupart des membres du gouvernement. Nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Les citoyens se souviendront de notre bilan qui est un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. J'ai une vision de stabilité, de sécurité, de paix et de bonheur pour les Ivoiriens, a-t-il conclu. L'annonce le 6 août que Ouattara briguerait un 3e mandat a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant au moins 6 morts, une centaine de blessés et 1500 déplacés. Ce week-end, de nouvelles violences interethniques dans le sillage de son investiture par son parti ont fait au moins 2 morts à Divo, situé à 200 km d'Abidjan. La crainte de violence encore plus meurtrière à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte, 10 ans après la crise née de la présidentielle 2010 qui a fait officiellement 3000 morts. Cette visite intervient dans un contexte troublé en Afrique de l'Ouest avec le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, mais aussi les incertitudes liées aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les deux présidents ont échangé sur la situation au Sahel et en particulier au Mali où la France appuie les efforts en cours de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en vue d'une transition pacifique et d'un retour à un pouvoir civil dans ce pays, indique l'Élysée. La junte qui a pris le pouvoir et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi soir après 3 jours de discussions sans parvenir à un accord sur les conditions d'un retour des civils à la tête du pays. Emmanuel Macron et Macky Sall discuteront également des efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l'appui de la France au système de santé publique sénégalais. Ils feront en outre le point sur les grands dossiers de la relation bilatérale. Le remplacement du franc CFA annoncé lors de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en décembre 2019 et la question sensible de la restitution d'œuvres d'art africains pourraient également être au menu des discussions. À 10 semaines de l'élection présidentielle, le discours de la 3e femme de Donald Trump était d'autant plus attendu qu'elle est très en retrait depuis le début de la campagne. Au 2e jour d'une convention républicaine, elle a, tout en faisant l'éloge de son époux Donald Trump, réclamé que ce dernier fasse 4 ans de plus au pouvoir. Très discrète depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Melania Trump a également marqué sa différence en insistant sur les ravages causés par le coronavirus dans le pays. Largement devancé dans les sondages nationaux, donné battu d'une plus courte avance dans de nombreux États clés, Donald Trump a été officiellement investi ce lundi par son parti à Charlotte, en Caroline du Nord, et a promis une nouvelle victoire. Le milliardaire acceptera officiellement jeudi et pour la 2e fois la nomination de son parti lors d'un discours dans les jardins de la Maison-Blanche.
I stand before you with gratefulness. Je me tiens devant vous, extrêmement reconnaissant de l'incroyable soutien que vous m'avez accordé au cours des 5 dernières années. Nous avons réussi ensemble, et ensemble, nous devons aller de l'avant et tenter d'aider l'Afrique à accélérer son développement en tirant parti de nos réalisations collectives, en renforçant nos faiblesses et en approfondissant nos impacts. And deepening our impacts. I offer myself to you, our governors. Cher gouverneur, je vous demande d'envisager de me réélire pour un 2e mandat de président. Je le fais avec humilité. Je le fais avec un sens aigu du devoir et de l'engagement. Je le fais pour servir l'Afrique et notre banque de manière désintéressée au mieux des capacités que Dieu m'a données. Of my God-given abilities. With the pandemic, Suite à la pandémie, l'Afrique a perdu plus d'une décennie de croissance économique. La reprise sera longue et difficile pour l'Afrique. Nous devons maintenant aider l'Afrique à se reconstruire avec audace, mais aussi avec intelligence, en accordant une plus grande attention à une croissance de qualité, à la santé, le climat et l'environnement. Yet, even in these changing times, même en ces temps difficiles, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement s'est mobilisé pour soutenir l'Afrique. La banque a mis en place un mécanisme de réponse au Covid-19 de 10 milliards de dollars afin de soutenir les pays africains. Nous avons lancé un emprunt social de 3 milliards de dollars sur le marché mondial, l'emprunt social le plus important au monde, libellé en dollars américains. In world history.